Bonjour, je suis très heureux dans cette vidéo du lundi 6 mai 2024 de vous présenter le contenu de mon dernier livre, La fabrication du désastre, qui, comment, pourquoi, les années Covid-19, crimes contre la démocratie et déferlement totalitaire, qui est désormais disponible en librairie. Il peut d'ores et déjà être commandé et les exemplaires devraient être mis en rayon dans le courant de cette semaine. Et aujourd'hui, je vais prendre le temps de vous expliquer pourquoi il m'a paru essentiel d'écrire ce livre dans la suite du précédent qui s'appelait « Autopsie d'un désastre ». Selon la formule du philosophe Alexis Haupt, qui pour moi est une des grandes lumières de l'époque en lien avec ce que nous vivons, le monde se divise désormais en deux catégories. Ceux qui croient encore au récit sur le Covid et ceux qui se disent « Quoi ? Des gens y croient encore ?» Et cet aphorisme remarquable reflète en effet cette réalité que tous ceux qui se sont donné la peine de se renseigner et de chercher à réfléchir au-delà des discours médiatico-politiques extrêmement trompeurs sur la réalité de ce qui s'est déroulé, eh bien ma foi, ont acquis des compréhensions dont la majorité de la population reste encore privée, étant donné qu'ils ont été gardés dans le cordon sanitaire, pour utiliser une expression de circonstance, de la propagande insensée qui a été mise en œuvre. Dans mon premier livre, Autopsie d'un désastre, je me suis employé à réaliser l'inventaire complet de la crise, non pas sanitaire, mais de la crise des mauvaises décisions politiques sur la base d'une épidémie qu'il aurait été possible de gérer tout à fait normalement, et de montrer comment, précisément, un mensonge tellement énorme a été construit que la plupart des gens ne parviennent pas à même imaginer l'immensité de la tromperie à laquelle nous avons tous été confrontés. Et donc dans ce premier ouvrage, j'ai rappelé comment tout, absolument tout ce qui nous a été dit sur et autour du Covid était faux. On nous a annoncé qu'il était apparu en décembre 2019 sur un marché de Wuhan, c'est faux, il a été créé en laboratoire par des expériences de gain de fonction. Sa mise en circulation s'est faite dès l'été et possiblement le printemps 2019, nous en avons la preuve aujourd'hui. Donc ce virus terriblement contagieux, mais Dieu merci, guère dangereux, a circulé abondamment. Et comme nous avons tous pu le constater, il n'y a pas eu de pandémie mondiale entre le mois de juillet 2019 et le mois de mars 2020. Pourquoi ? Parce que quand on laisse les médecins soigner et qu'on laisse la population vivre le plus normalement possible, un virus comme le SARS-CoV-2 ne génère pas quoi que ce soit de problématique. Et puis, on s'en souvient, nous sommes en guerre, des images totalement trompeuses, fausses, qui nous ont été montrées, de gens qui tombaient morts sur place dans la rue à Wuhan, d'hôpitaux qu'il fallait construire en urgence, c'est faux. Les images qui nous ont été montrées correspondaient au développement d'un lotissement résidentiel à 1000 km de Wuhan. Et donc, tous les gouvernements de nos différents pays se sont mis à mentir éhontément sur la réalité du virus, sur la réalité de la réponse qu'il fallait lui apporter, et sur ce mensonge qu'il fallait nous soumettre à un ensemble de mesures complètement délirantes, absurdes, et qui étaient déconseillées dans tous les plans pandémie dignes de ce nom, dans une espèce de renversement du jour au lendemain. Donc dans Autopsie d'un désastre, j'ai voulu faire ce rapport d'enquête, si vous voulez, qui existerait si quelconque de nos pays avait commandé à une commission d'experts indépendants et honnêtes un bilan complet de la gestion de la crise. Et donc j'ai montré dans ce premier livre que la gravité du Covid n'avait rien à voir avec ce qu'on nous a dit, que la mortalité n'a pas été impactée, que toute personne en bonne santé en dessous de l'espérance de vie ne risquait absolument rien, que ce fantasme que les hôpitaux risquaient d'être engorgés était complètement faux et construit, qu'on a créé des vagues et des vagues avec des tests PCR complètement dévoyés, produisant jusqu'à 95% de faux positifs, donc des gens qui n'étaient ni malades, ni infectés, ni infectieux, mais qu'on faisait passer pour des cas, que toutes les données ont été distordues d'une manière abominable qui a été évidemment dénoncée par les meilleurs épidémiologistes au monde, et tout ceci aux fins de générer une panique dans la population qui était elle aussi totalement fallacieuse, mensongère et trompeuse. Ensuite, on nous a apporté toutes sortes de mesures autoritaires, mais en aucun cas sanitaires, comme les confinements, les fermetures des commerces et restaurants, le port du masque, qui ne servaient à rien si ce n'est à générer des dommages. Parce que oui, quand vous imposez toutes les mesures que je viens d'énoncer à la population sans lui permettre de se faire soigner auprès de ces médecins généralistes, eh bien, vous créez un certain nombre de cas graves qui ne seraient pas advenus autrement,
Et puis, comme on a intubé d'emblée, ce qu'il ne fallait surtout pas faire, les patients qui arrivaient en décompensation respiratoire à l'hôpital, on a effectivement généré une casse qui est restée très limitée sur le plan statistique, mais qui évidemment a servi après à diffuser sur les chaînes de télévision des images de services d'urgence engorgés. Oui, ça concernait 100 hôpitaux et cliniques sur 1300 hôpitaux et cliniques sur le territoire de la France métropolitaine, et où on mettait en coma artificiel avec une intubation invasive des gens qui surtout ne devaient pas être traités de cette manière pour faire croire que c'était gravissime. Et donc, oui, on a créé des dommages en empêchant le recours à des traitements précoces qui bien sûr fonctionnent, la science est extraordinairement solide en la matière, on a infligé des traitements dommageables, faut-il rappeler le remdesivir et précisément l'intubation, et tout ceci en sacrifiant des catégories d'innocents, les personnes âgées qu'on a été jusqu'à tuer dans les EHPAD, dès lors qu'elles entraient en détresse respiratoire, on a sacrifié les enfants à qui on a fait porter une charge totalement absurde. Eux-mêmes ne risquaient rien, ils étaient très peu contaminateurs, et donc on a généré un ensemble de dégâts sociétaux, sanitaires, économiques, civilisationnels, en pure perte. Et je rappelle, si besoin était, que la Suède et la Norvège, qui n'ont pas confiné, ont eu les meilleurs résultats face au Covid-19 et ont évité toutes les conséquences économiques qui s'abattent actuellement sur nos pays et face auxquelles nos dirigeants ne trouvent rien d'autre à dire que oui, mais nous avons dû gérer une terrible crise sanitaire. Non, ils ont foutu un merdier sans nom, sans aucune raison valable, et ces gens, je l'ai souvent dit, devraient être devant les tribunaux à répondre des conséquences de leurs actions, mais surtout de la trahison de toutes leurs responsabilités vis-à-vis des populations. Alors dans ce premier livre, bien sûr, c'est un bilan, donc je passe aussi en revue la question des injections géniques expérimentales, en rappelant qu'elles n'étaient ni sûres ni efficaces et qu'il était totalement scandaleux d'oser dire ça. Au moment où elles ont été mises sur le marché, on pouvait espérer qu'elles le soient, mais on avait déjà un certain nombre d'indices disant que ça ne serait pas le cas. Les essais cliniques qui ont servi à oser affirmer qu'elles étaient efficaces à 95% étaient eux aussi profondément falsifiés et frauduleux. L'efficacité a été nulle depuis le début, les risques étaient particulièrement élevés, on a totalement occulté la réalité des effets indésirables, on a infligé à la population entière de se soumettre à une expérimentation médicale en faisant usage de contraintes, de manipulations, de mensonges et d'extorsions de consentement d'une manière qui ne respectait aucunement le droit de la santé et les conventions internationales, tout ça à l'intérieur évidemment d'un contexte profondément perverti. Alors tout ceci, évidemment, est difficile à penser pour la plupart des gens. Il se trouve que je suis un des bons spécialistes en langue française de la corruption systémique dans le domaine de la santé, et donc le dernier chapitre de Autopsie d'un désastre était consacré à cette question de la corruption systémique, c'est-à-dire la manière dont nie aujourd'hui la production de sciences, la formation des médecins, l'accréditation et l'autorisation des médicaments, les recommandations en santé publique et le travail des ordres des médecins et des sociétés médicales ne sont plus au service de la santé de la population, mais d'intérêts privés de type mafieux qui utilisent des procédés relevant du crime organisé. Tout cela a été démontré par des experts indiscutables dans des articles et des livres qui ont été primés par les associations de médecins il y a quelques années, et donc cette vérité criante dont il est urgent d'être conscient a été totalement occultée, évidemment par ceux qui ont participé, qui ont été complices de ce qu'il faut bien appeler un crime organisé. Donc j'ai écrit Autopsie d'un désastre pour que les personnes qui ne soient pas au courant puissent découvrir l'étendue des dégâts, et de nouveau, je documente de manière extrêmement rigoureuse tout ce que j'avance, et puis aussi pour que, il y avait déjà beaucoup de livres de très grande qualité qui avaient été écrits à ce sujet, figurent dans un seul livre, dans un seul document, tout ce qu'il y a à savoir, ou à peu près, sur la réalité de cette dérive. Maintenant, une fois qu'on a compris cela, c'est-à-dire qu'on a fait tout à l'envers du bon sens. On a tout fait à l'encontre de la science et des bonnes pratiques. On a détruit la réputation des experts compétents qui cherchaient à alerter sur le fait qu'on était en train de générer des dégâts et un non-sens collectif à très grande envergure pour promouvoir des experts de plateau corrompus, véreux ou imbéciles, à choisir la combinaison des trois de cas en cas. Une fois qu'on a compris ça, évidemment que se pose la question du mobile, des motifs. Comment est-ce qu'on en est venu à fabriquer un désastre pareil qui,
à l'exemple de la Norvège et la Suède, auraient pu être complètement évités. Voilà, c'est là où j'en restais au sortir du premier livre, et donc je me suis attelé à donner des éléments de réponse par rapport à cette question lancinante. Comment en est-on venu à fabriquer de manière aussi délibérée et systématique un désastre pareil ? Alors, il y a 3 hypothèses en présence, j'ai envie de dire. Et bien sûr, le travail d'un penseur n'est pas de décréter le vrai, mais de réfléchir à des hypothèses avec prudence, en évitant de sauter aux conclusions. Et la première de ces hypothèses, c'est au fond l'imbécilité régnante. Nous sommes aujourd'hui malheureusement dans une société en Occident qui est devenue profondément imbécile, qui ne sait plus gérer intelligemment les choses au profit de l'intérêt des populations. C'est vrai malheureusement dans à peu près tous les domaines. Éducation, justice, économie, enfin, où que vous vous tourniez, vous voyez les effets de cette médiocrité désormais systématique, et sur laquelle Albert Jacquard nous avait prévenu il y a plus de 20 ans en disant « Attention, nous sommes en train de créer une société dangereuse parce que ce sont les plus conformes qui sont élevés au poste de responsabilité et ils sont incapables de réfléchir intelligemment et de tenir compte du bien commun. » Donc c'est une hypothèse qu'on a souvent entendue, c'est la maladresse, ils n'avaient pas de mauvaises intentions, ils ont cherché à faire de leur mieux, l'hypothèse de la stupidité est préférable à celle du complot. Et donc voilà, il était important bien sûr de l'investiguer avec rigueur et en toute conscience. Et je me permets de livrer la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que c'est une composante majeure de ce qui nous est arrivé, mais c'est insuffisant. Parce que quand les gens sont juste bêtes ou maladroits, ils se trompent dans tous les sens. Une fois dans une direction, une fois dans l'autre, mais pas systématiquement dans la même direction. Et puis, il y a d'autres éléments que j'apporterai plus loin dans cette présentation qui, effectivement, montrent que si cette hypothèse est présente, elle est insuffisante à décrire l'entier de ce que nous avons vu. La deuxième hypothèse est aussi naturelle que celle de la bêtise, c'est l'hypothèse qu'il y avait énormément d'argent à faire en manipulant l'opinion et la réponse de soins telle que cela a été le cas. On connaît les comportements criminels de l'industrie pharmaceutique depuis très longtemps. Ils ne sont à peu près systématiquement pas poursuivis en Europe. Par contre, aux États-Unis, il y a une très lourde liste de condamnations. Pfizer a été condamné à réitérées reprises pour des violations graves de la loi. Corruption, falsification de données, mise en danger de la vie d'autrui, charlatanisme. Et toutes les grandes sociétés pharmaceutiques aujourd'hui se livrent de manière récurrente, permanente, et j'ai envie de dire, à ce genre d'inconduite. J'ai signalé très tôt dans le film Hold Up, il y a entre 100 et 200 milliards de dollars à faire avec cette affaire, pour autant qu'on torpille les traitements précoces, qu'on fasse croire qu'il n'y a pas d'autre solution que les injections géniques expérimentales, et Pfizer et Moderna et d'autres boîtes engrangeront un pactole absolument démesuré. Donc ça, c'est des procédés criminologiques qui sont très connus. Ils ont été mis en œuvre avec beaucoup de savoir-faire. Ils ont bénéficié d'une instrumentalisation de nouveau des médias et des sphères politiques qui aujourd'hui sont eux-mêmes en état de corruption systémique. Et donc là encore, c'est une hypothèse qui est incontournable. Elle existe à coup sûr. Est-elle suffisante à expliquer ce qui s'est passé ? Cela reste à vérifier. Parce que la troisième hypothèse à laquelle je me suis attaché dans mes analyses est que, et cela a été dit, là encore, de manière répétée par certaines personnes qui ont piloté la réponse inadéquate à l'épidémie de Covid, où ils ont dit, mais finalement, c'était très pratique parce que cela permet de familiariser la population avec le fait de se soumettre à des mesures restreignant leur liberté. Cela a permis de faire avancer la cause des injections géniques. Et on sait que les pharmas sont très intéressés à renouveler le stock de médicaments existants, même s'ils fonctionnent bien, par des nouvelles molécules beaucoup plus chères. Et comme la recherche en la matière est peu concluante dans l'ensemble, il y a très peu de nouvelles molécules qui sont mises sur le marché en apportant un réel bénéfice, eh bien la technologie ARN modifiée semble prometteuse pour l'industrie. Et puis on nous parle depuis des décennies de gouvernance mondiale dans la direction de laquelle nous irons de toute manière. On a vu en 2005, lors du référendum sur le traité européen, ce que nos gouvernements font de la volonté populaire. Et donc on entend de la part d'un ensemble d'acteurs cette idée, oui, cela permet d'aller vers une gouvernance mondiale, et évidemment que la terreur générée par la pandémie et l'illusion générée dans la population que les mesures de contrainte liberticides et de contrôle
passeport vaccinal, passeport sanitaire, identité numérique, eh bien, permettent de sécuriser les choses en la matière, est totalement trompeuse, mais sert un intérêt évident qui est de faire advenir cette société de contrôle numérique complètement totalitaire et paranoïaque. Donc voilà les hypothèses que j'ai mis dans la balance, et puis j'ai pris mon bâton de pèlerin. J'ai eu le privilège de bénéficier d'une préface magnifique de Christian Perron. J'avais déjà eu droit à une préface de Didier Raoult pour mon premier ouvrage, donc je suis vraiment gâté. Et puis d'une postface remarquable de Hélène Stroll et Michel Maffezoli, qui dessinent des perspectives qui effectivement vont au-delà du livre, mais sur quelle est cette transition d'époque dans laquelle nous sommes. Et Michel Maffezoli et Hélène Stroll ont eu la gentillesse, en qualifiant mon travail, de dire qu'au fond, il s'agissait d'un travail d'ethnographe. C'est-à-dire que je collecte des données à vaste échelle pour montrer quelles sont les lignes de force d'une évolution. Et dans ce travail d'analyse, ce qu'on appelle l'analyse post-mortem est particulièrement importante. Je resitue le cadre. On sait dans tous les plans pandémie, y compris celui de l'OMS en 2019, qu'en cas d'épidémie respiratoire virale, il ne faut surtout pas confiner, ça ne sert à rien d'imposer des masques, et toutes les mesures qui nous ont été imposées comme étant nécessaires sont inutiles, à l'exception du lavage de mains et de la ventilation des locaux. Mais en dehors de ces deux mesures, aucune des autres n'a jamais fait la démonstration de la moindre utilité, et cela, c'est l'état de la science en février 2020. Qu'est-ce qui fait que 10 jours ou 20 jours plus tard, on nous dit « nous sommes en guerre, il faut accepter toutes ces mesures que l'on sait être dommageables, absurdes et inutiles ». Et donc, bien sûr que pour comprendre la nature de ce à quoi nous avons fait face, il faut faire l'analyse de ce basculement. Et là, j'ai pu m'appuyer sur le travail remarquable d'un groupe d'avocats et de spécialistes du renseignement américain qui ont en fait identifié que toutes ces réponses dystopiques, totalitaires et destructrices sont venues de Chine. C'est la Chine qui a confiné une ville entière. L'OMS a commencé par réagir en disant c'est contraire à tout ce qu'on pense devoir faire, donc on est quand même surpris par cette réponse. Puis 10 jours plus tard, l'OMS a dit « Ah, mais ça a quand même l'air de marcher très bien ». Puis 10 jours plus tard, il faut faire ça dans le monde entier. Mais ce qui est une violation gravissime de la science et des bonnes pratiques. Et en fait, quand on analyse, tout ce qui nous a été infligé est venu du Parti communiste chinois, incluant les modélisations délirantes, les recommandations mortelles de ventilation mécanique, les protocoles de tests PCR, là encore complètement absurdes et trompeurs, la prétention qu'il y avait une transmission asymptomatique, alors que des études ont très tôt montré que c'était faux. Si vous n'aviez pas de symptômes de toux, d'éternuement, de raclement de gorge, vous portiez insuffisamment de virus pour être à risque de contaminer qui que ce soit. Et en dépit d'un test PCR positif, dans l'immense majorité des cas, vous n'étiez même pas porteur du virus. Et c'est encore de Chine qu'est venue cette illusion que des gens pouvaient, sans s'en rendre compte, contaminer et mettre en danger de mort les gens autour d'eux. Et donc, on voit qu'il y a eu cette collusion extraordinaire entre la Chine, qui n'est quand même ni une démocratie, ni un pays dans lequel le débat d'idées peut se dérouler de manière honnête, intègre et probe, et l'OMS, dont le directeur général est actuellement accusé de crimes contre l'humanité pour avoir organisé la torture et le massacre de populations dans son pays d'origine, et qui est dans les bons papiers de Bill Gates et de Anthony Fauci, le responsable, Anthony Fauci, de la réponse sanitaire aux États-Unis, et qui, eux aussi, ont adopté ces réponses délirantes du jour au lendemain en faisant croire que c'est cela qu'il fallait faire. Et deux médias qui ont conservé suffisamment d'intégrité pour réaliser une enquête, Politico et Die Welt, se sont posé la question, mais qui a gouverné la réponse mondiale au Covid? Et la réponse, je vous le donne en mille, c'est M. Bill Gates, qui n'est pas épidémiologiste, qui n'est pas expert en santé publique, qui n'est pas médecin, qui est très perturbé psychologiquement et qui a des fantasmes de domination mondiale complètement délirants. Et c'est lui qui, à travers ces différentes fondations, qui arrosent les responsables politiques, les médias, les centres universitaires, les sociétés médicales, s'est arrogé en quelque sorte la gouvernance mondiale de la réponse au Covid en reprenant, en copier-coller, ce que la Chine avait infligé à sa propre population.
Alors, ça, déjà, il faut le relever. La question subsidiaire, c'est comment se fait-il qu'il y ait si peu d'experts qui aient osé s'exprimer, à part les quelques-uns que vous connaissez, les Didier Raoult, Christian Perron, Alexandra Henrion-Caude, Martin Zizi, votre serviteur, Laurent Toubiana. On est quelques-uns à avoir très vite fait savoir « Oh, 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 c'est contraire à tout ce qu'on connaît et tout ce qu'on sait devoir faire ». Mais pourquoi tous les autres se sont-ils tus ? Eh bien, précisément parce que nos sociétés sont désormais engagées dans une corruption systémique. Et on a bien vu que tous ceux qui ont osé parler, que l'on peut rajouter bien sûr, John Ioannidis, Jay Bhattacharya, Martin Kulldorff aux États-Unis, d'autres experts comme Sunetra Gupta ou Carl Heneghan en Grande-Bretagne, qui sont les meilleurs connaisseurs au monde de ces réalités, eh bien nous nous sommes tous fait attaquer avec des campagnes massives de destruction de réputation, et donc c'est tout cela aussi qu'il fallait que je mette en lumière dans ce livre. Alors, imaginer que tout ait pu basculer du jour au lendemain sans aucune préparation serait quand même un peu difficile à penser. Et en fait, j'ai là encore cherché à faire un post-mortem, mais beaucoup plus longitudinal, sur l'origine de cette idée que les mesures fausses et destructrices qui nous ont été imposées étaient nécessaires. Comment est-ce qu'on en est venu à faire croire une chose pareille ? Et en fait, ce que j'ai mis en lumière après d'autres auteurs, comme Michel Cookie, par exemple, qui a écrit un livre remarquable publié aux éditions Marco Pieter, ou Robert Kennedy Jr., qui a lui aussi publié un livre sur cette question, c'est qu'il y a eu une militarisation de la gestion des épidémies depuis une trentaine d'années. Et en fait, sur le modèle de la réponse au bioterrorisme, s'il y avait une attaque bioterroriste demain dans nos pays, il faudrait confiner immédiatement la population et puis la soumettre à tout un ensemble de contraintes extrêmement lourdes. Pourquoi ? Pour précisément empêcher la circulation du virus, etc., 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 en attendant qu'un antidote soit trouvé. Seulement, dans le cas d'une épidémie respiratoire virale, c'est totalement contre-indiqué. Et comme je vous l'ai dit, le SARS-CoV-2 circulait déjà depuis l'été 2019, donc il ne faut surtout pas confiner une population dans laquelle un germe a déjà circulé, parce que vous faites une multitude de micro-clusters qui font exploser le nombre de cas graves. Et de mon point de vue, à ce stade, c'était bel et bien l'intention. Mais donc, il y a eu une militarisation progressive, et notamment avec un premier point de bascule que j'avais déjà évoqué dans la conférence que j'ai donnée à l'IHU Méditerranée Infection sur cette question. Et en fait, un premier article en 2005 aux États-Unis, écrit par des gens qui, eux, non plus n'étaient pas des spécialistes du domaine, ont commencé à dire sur la base de modélisation complètement indéfendable, foireuse pour parler français, si, en cas de virus, on ferme les écoles, on permet de ralentir la propagation de l'épidémie. Et cette étude était totalement fallacieuse. Elle ne reposait sur rien. Et dès qu'elle est sortie en 2005, les plus grands experts, dont Donald Henderson, épidémiologiste de légende, à qui est attribuée l'éradication de la variole par une vaccination ciblée, il est parvenu à venir à bout de la variole en renonçant aux campagnes de vaccination généralisée de la population, mais en faisant qu'à chaque cas signalé, on vaccine l'entourage, ce qui s'est avéré beaucoup plus efficace. Eh bien, Donald Henderson, dis-je, a publié un article dans lequel il rappelait le fait que ces situations étaient très connues. Il y a eu des investigations qui ont été faites sur la grippe espagnole et toutes les épidémies respiratoires virales du XXe siècle qui ont montré précisément que tout ce que recommandait l'article de 2005 était à éviter à tout prix. Et donc, voilà, ces nouvelles idées, si vous voulez, ont été très contestées par la communauté scientifique, en tout cas par tous les gens qui y connaissent, en disant « mais ça ne tient absolument pas la route ». Et en fait, ce sont des officines militaires américaines, notamment le DARPA et la BARDA, qui ont travaillé pendant 15 ou 20 ans pour acclimater l'opinion, mais surtout les personnes en charge de la santé publique à cette idée. Et en fait, c'est un domaine qui s'est progressivement biomilitarisé avec des répétitions générales dont vous avez probablement entendu parler d'un certain nombre, notamment un exercice qui s'est déroulé en octobre 2019. On a simulé une pandémie de coronavirus. Et qui retrouvait-on dans l'affaire ? Eh bien, l'Organisation mondiale de la santé, l'État profond américain et notamment l'Institut Johns Hopkins, Bill Gates, bien sûr, Anthony Fauci, bien sûr. Et en fait,
il y a eu comme ça pratiquement chaque année des répétitions au cours des 10 dernières années, dont l'idée était il faut absolument imposer ces réponses dictatoriales, même si la science, je le rappelle, montre l'inverse. Et puis, comme il va y avoir de la désinformation sur la pertinence de ces mesures, il faut que tout l'univers des médias et l'univers de l'Internet, incluant les réseaux sociaux, censure impitoyablement les voix dissidentes. Et ça, c'est en fait tout ce qui a été installé au cours des 20 années précédentes pour que le moment venu, le rideau de fer puisse tomber sur nos sociétés. Et de nouveau, dans mon livre, tout cela est documenté, référencé de la manière la plus évidente possible. Donc, on voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont aux commandes. Anthony Fauci, Bill Gates, Tedros Ghebreyesus, le directeur général de l'OMS, Ursula von der Leyen, Klaus Schwab et quelques autres, à l'intérieur d'un système qui en fait a livré aux mains du grand capital la santé mondiale. Et quand je vous ai dit, il s'avère que Bill Gates a été en charge de la réponse mondiale à l'épidémie de Covid, aujourd'hui Bill Gates est en charge de la santé mondiale. Parce que il a réussi, à travers un procédé très malhonnête et déloyal, bien sûr, qu'on appelle le philanthrocapitalisme, ce sont des gens qui, à la tête de fortunes monstrueuses et avec une très mauvaise réputation, parce que ce sont des sales types, pour parler français, font en fait un blanchiment de réputation en se faisant passer pour des philanthropes. Et donc ils donnent des milliards et des milliards à des fondations qui vont s'occuper de lutter contre la pauvreté, de vacciner les populations en Afrique et ailleurs, etc., avec de très vertueuses intentions. Seulement, d'une part, c'est une manière pour eux de s'acheter le contrôle sur l'OMS en particulier et l'ensemble du système de santé mondial. Et puis quand on analyse un petit peu finement la réalité, ils engrangent des retours sur investissement qui sont faramineux. Bill Gates l'a dit, pour chaque dollar qu'il investit dans les programmes de santé entre guillemets mondiaux, il retire de 20 à 40 dollars de bénéfices. Et donc, on l'a vu par exemple, Bill Gates a gagné 1 milliard de dollars en spéculant sur Moderna, une BioNTech. Donc il a investi dans ces boîtes Moderna n'avait jamais rien produit de valable auparavant. Et puis comme c'est lui qui définit la réponse mondiale, il n'y a que les vaccins qu'il faut prendre en considération, enfin les pseudo-vaccins, ce ne sont pas des vaccins. Puis au bout du compte, voilà, il continue de s'enrichir, et donc c'est du faux capitalisme qui a comme vocation de s'emparer de tous les domaines de l'existence. Et je vous rappelle que Bill Gates veut changer notre alimentation, en nous faisant manger des insectes et de la viande synthétique, a racheté la quasi-totalité, ou en tout cas une majorité des terres agraires aux États-Unis, et son dada, c'est les OGM et l'agriculture intensive. Il veut modifier le climat en pulvérisant des produits dans l'atmosphère pour bloquer les rayons solaires. Enfin, ce type est fou furieux, est vraiment fou furieux, mais il s'est acquis une influence démesurée. Alors la question c'est, est-ce qu'il s'agit juste de lui ou est-ce qu'il y a encore d'autres personnes derrière lui? Ça, je ne suis pas capable de répondre. Je n'ai pas trouvé d'éléments qui me permettraient de me forger une opinion et d'avancer quelque chose de solide. Mais toujours est-il que nous sommes face à une mafia de gens extrêmement dangereux, qu'un psychiatre américain célèbre a appelé les prédateurs globaux, et qui ont comme intention de prendre le pouvoir sur la Terre, et ils l'ont dit très ouvertement, avec cette idée qu'au fond, les populations ne sont pas très aptes à prendre les bonnes décisions pour elles-mêmes, et donc il faut que ce soit un petit consortium d'acteurs financiers, économiques, étatiques, politiques, du plus haut niveau, une toute petite élite, qui soit en charge d'un gouvernement mondial et qui prennent les bonnes décisions pour les populations du monde. Voilà. Alors, évidemment que, et nous avons d'innombrables indices de ça. Dans ce contexte, je me permets de faire un arrêt sur image extraordinaire, c'est-à-dire que des gens comme Klaus Schwab, comme Bill Gates, comme David Rockefeller le disent. Nous conspirons depuis des décennies pour nous arroger le pouvoir parce que nous sommes mieux capables que les populations de décider de leur avenir. Ils le disent. Et je documente toutes les citations dans mon livre. Et évidemment qu'aujourd'hui, quand nous arrivons en disant « attendez,
vous avez entendu ce qu'il raconte, on se fait traiter de complotiste. Et voilà, ça c'est vraiment toute l'affaire. Donc, l'élément suivant qu'il faut aborder, c'est celui de cette propagande insensée qui s'est mise en œuvre, et notamment des médias qui se sont complètement prostitués. Je parle de tous les médias mainstream. Aujourd'hui, le degré de prostitution intellectuelle dans lequel ils sont engoncés est indescriptible. Et là encore, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais j'ai référencé dans un très long chapitre consacré à cette question toutes les indications, les preuves et les témoignages de journalistes de très haut niveau qui disent oui, il n'y a plus aucune honnêteté dans ce monde-là. Les journalistes aujourd'hui ne cherchent pas à informer la population sur ce qui se passe dans le monde, mais cherchent à faire croire des choses fausses à la population pour qu'elle ne se rende pas compte de la réalité de ce qui se déroule. Et donc voilà, la presse aujourd'hui utilise mais toutes les ressources de la désinformation, de la manipulation, de la propagande, de l'attaque de réputation, de la destruction de tout débat d'idées et de toute opinion contraire, en faisant des brouillages et des inversions, et en fait, dans un système où aujourd'hui, nos gouvernements gouvernent par les fake news, en faisant appel à de mauvais ou de faux experts, des experts corrompus pour la plupart d'entre eux, qui viennent faire croire des choses fallacieuses. Et tout ceci dans un contexte, cela est aussi rigoureusement documenté, et je donne toutes les preuves, où l'univers des médias est totalement infiltré, en particulier par l'OTAN et la CIA. Là encore, toutes les preuves sont là. Les témoignages de journalistes sont là. Les organigrammes sont là. Précisément pour que ces informations auxquelles est confrontée la population soient totalement orientées et génèrent une illusion de réalité d'une manière qui, accessoirement, est en train de totalement saper la crédibilité des médias. Ceci, ainsi que les discours sociaux dominants que l'on retrouve dans les universités, auprès des responsables politiques, utilisent tout un ensemble de mécanismes et de procédés d'ingénierie sociale qui sont extrêmement connus, le fait de générer de l'ignorance, de la confusion pour que les gens ne sachent plus à quel sein se vouer, du nudge, c'est-à-dire de l'influence discrète, où les gens ne se rendent pas compte du fait qu'on les oriente dans une direction, l'inoculation, ne croyez surtout pas ce que disent les complotistes, alors qu'en l'occurrence, ce qui a été catalogué de complotiste a été beaucoup plus vrai depuis le début de la crise que les discours officiels, bon, ce qui n'est pas compliqué dès lors que les discours officiels étaient complètement faux, et en utilisant une harcélosphère et des officines véreuses de propagande comme Conspiracy Watch en France, qui est une abomination. Déjà parce que c'est d'une stupidité intellectuelle consommée, mais après parce que, étant donné que les gens concernés ont des strapontins réservés dans tout l'univers médiatique, privé ou public, on n'a accès qu'à cette voie qui, en permanence, cherche à criminaliser, à stigmatiser la pensée intelligente et complexe. C'est comme criminaliser la réalité, en quelque sorte, ce qui était évidemment déjà le cas sous différentes dictatures. Conjointement à ça, et ça a été l'autre, je dirais, grande découverte que j'ai faite et que je restitue dans le livre, c'est qu'on a vu qu'il y avait eu une militarisation de la santé publique, mais il y a également eu une militarisation de l'information. À travers les médias, qui aujourd'hui sont en Occident des officines de propagande de l'OTAN et de la CIA, mais également parce que tout un complexe industriel de la censure a été mis sur pied pour s'abattre impitoyablement sur l'information qui circule et notamment les réseaux sociaux. Alors je rappelle que des réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, X, enfin Twitter, avant que ça soit X, n'ont jamais rien fait de sérieux pour lutter contre la pédocriminalité et l'accès à des contenus pédocriminels. Ça a été établi devant des commissions d'enquête du Congrès aux États-Unis. Par contre, dès le début de la crise sanitaire, un rideau de fer impitoyable s'est abattu sur tous ceux qui contredisaient la doxa du Covid, y compris les meilleurs scientifiques disant des choses vérifiables. Et on a vu comment une censure a effectivement été mise en œuvre de manière impitoyable, et avec un ensemble de sanctions. J'ai fait parmi des premiers à avoir leur compte fermé sur LinkedIn, qui est une plateforme professionnelle, parce que je repostais des articles scientifiques. Et donc, voilà, il y a eu tout un ensemble de procédés qui ont été utilisés. Il faut savoir que des entités comme Wikipédia et Google sont complètement corrompues.
Wikipédia, alors effectivement, sur des articles sans importance comme les mœurs amoureuses des escargots, vous aurez a priori de l'information fiable, mais dès qu'il y a un enjeu politique, c'est écrit par la CIA, et un des fondeurs de Wikipédia le dit ouvertement. Toutes les biographies sont truquées. Tous les récits sont truqués précisément pour vous exposer à un narratif unique. Et comme vous le retrouvez chez les politiques, dans les médias, sur Wikipédia, eh bien, ma foi, vous y croyez, puisque tout le monde dit la même chose. Idem pour Google, il faut savoir que le moteur de recherche, donc quand vous cherchez quelque chose sur Google, si vous avez la naïveté de croire que Google vous apporte les résultats selon l'algorithme, les plus référencés sortent en premier, détrompez-vous vite, tout cela est filtré pour des raisons idéologiques, et notamment pour veiller que vous n'accédiez pas, vous ne puissiez pas tomber sur des contenus discordants ou alors à très très faible dose. Et c'est extraordinaire, il y a par exemple des collusions évidentes qui ont été montrées sur l'origine du virus, par exemple, dont on sait aujourd'hui qu'elle résulte de gains de fonction. Aujourd'hui encore, si vous tapez sur Google « origine du virus », vous verrez apparaître des centaines d'articles disant « oui, on a des doutes, mais on n'est pas sûr, c'est peut-être pas le cas, puis les complotistes aiment bien croire ça ». Vous voyez, il y a une occultation de la réalité, et donc il faut prendre conscience de la manière dont tout l'écosystème informationnel a été verrouillé par des logiques militaires, et notamment par l'OTAN qui a développé tout un ensemble de manuels extrêmement pointus sur la base de l'ingénierie sociale et de la psychologie cognitive. Et d'ailleurs, une plainte est en cours actuellement, elle est traitée par la Cour suprême quant au fait que la Maison-Blanche elle-même, le FBI et la CIA sont intervenus pour empêcher le débat d'idées et la vraie science de circuler dans l'univers numérique. Alors, là encore, tout ce que je vous dis est très choquant, très probant, et c'est un péril, c'est un poison, c'est un danger immense pour la démocratie. Maintenant, on comprend aussi que tous ceux qui sont à la manœuvre, et je nomme quelles sont les personnes qui mettent tout ça en place, hein, il n'y a pas de secret, il y a beaucoup. Moi, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas ni un scientifique, ni un journaliste d'investigation, je suis quelqu'un qui recueille les données et qui sait trier entre ce qui tient la route et ce dont il faut se méfier parce que, a priori, soit c'est corrompu, soit c'est très médiocre, soit ça ne correspond à rien de probant. Et donc, dans tout ce que je vois arriver, les personnes à la manœuvre, disais-je, ne pourraient aboutir à leur fin que dans la mesure où le contexte est réceptif à cela. Parce que vous voyez, quand Macron est arrivé en mars 2020 en disant « Nous sommes en guerre, un virus terrible nous menace », si à ce moment-là, il y avait eu un éclat de rire collectif, disons, mon coco, t'es bien gentil, mais on n'est pas en guerre contre un virus. Un virus, c'est de la médecine, c'est de la santé. La guerre, c'est le militaire. Donc, nommer un conseil de défense avec un secret défense pour lutter contre un virus, dont on savait déjà à l'époque qu'il ne tuait que des gens, en moyenne statistique, ayant dépassé l'espérance de vie. Ce qui était absurde. Donc, si à ce moment-là, tout le monde avait éclaté de rire, on en serait resté là. Mais c'est précisément parce que la population y a cru, c'est précisément parce que la population est aujourd'hui incapable de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, mais aussi parce que toutes les sources d'information sont polluées, que cela a été possible. Et donc, je me suis également attaché dans ce livre à montrer quelle est cette époque si troublante dans laquelle nous sommes, et qui, selon les géniales intuitions de Michel Maffezoli, correspond effectivement à l'effondrement d'un monde et d'une période, d'une époque, qui était l'époque moderne, avec ses valeurs de progrès, d'utilitarisme, d'individualisme, de rationalisme, alors qui sont des valeurs très saines, si elles sont tempérées et contrebalancées par d'autres valeurs, mais s'il n'y a plus que cela qui existe, cela devient morbide et carrément fou. Et donc voilà, je montre la réalité de la déliquescence de l'État et des administrations, de la dépravation des institutions, cette manière dont aujourd'hui il est possible de substituer une fausse vérité, une hyper-réalité, un simulacre, une post-vérité, et faire croire que c'est cela à quoi nous avons affaire, la perversité des élites, la décadence et l'effondrement de l'Occident. Enfin voilà, il y avait évidemment aussi un repérage plus anthropologique à faire autour de ces questions. Et puis, puisque nous sommes dans un déferlement totalitaire, des gens tout à fait brillants se sont exprimés à ce sujet, mais j'ai eu envie, là encore, de résumer en une trentaine de pages pourquoi et comment ce que nous vivons est de nature totalitaire,
Et puis comment expliquer? Ça, pour moi, ça a été une des grandes difficultés de la chose. Euh, Expliquer comment des gens qui, quelques années auparavant, faisaient preuve d'une réelle éthique par rapport aux problématiques de santé, étaient très soucieux du droit du patient, du consentement libre et éclairé. Comment des gens qui étaient assez irréprochables, notamment dans le domaine de la santé ou politique, en sont venus à de accepter, mais aussi vouloir imposer des mesures qui étaient totalement en transgression de tous les principes, mais aussi du cadre légal que je viens d'énoncer. Et donc, il faut comprendre que le totalitarisme est un délire contagieux, une idéologie qui, en quelque sorte, prive les gens qui en sont victimes de leur capacité de penser intelligemment les choses, mais aussi du recours aux valeurs fondamentales qui les animent. Et donc, bien sûr, aujourd'hui, nous avons des vrais pervers et des vrais psychopathes qui sont à la manœuvre, mais dans tous ceux qui suivent, il y a énormément de gens qui ne sont ni pervers ni psychopathes, ce sont des gens normaux, comme vous et moi, simplement ils sont tombés captifs, si vous voulez, d'une espèce de dérive sectaire extrêmement intense, et donc se sont transformés en sales types. Mais exactement comme on savait que l'Allemagne nazie n'était pas composée que de sales types. La plupart des gens en Allemagne à l'époque étaient des braves gens. Mais quand vous conditionnez les braves gens avec des contenus extrêmement toxiques, une propagande, de la manipulation et de l'ingénierie sociale, vous pouvez conduire à peu près n'importe quelle population à faire n'importe quoi. Et puis tout ça pour arriver à la question qui reste posée, une fois qu'on a compris que oui, la médiocrité et la stupidité sont généralisées aujourd'hui. C'est un sacré problème. Une fois qu'on a compris que oui, il y avait des centaines de milliards de dollars ou d'euros à faire en manipulant les choses, ok, que tout le monde s'est grassement enrichi, enfin tous ceux qui étaient déjà riches de manière démesurée, au prix de l'appauvrissement des populations dans leur ensemble. Enfin, une fois qu'on a compris que, bien sûr, il y avait une opération criminelle à but lucratif. Qu'en est-il de la question du coup d'État planétaire ? Et là, eh bien, je me suis tourné vers ceux que je considère être les meilleurs spécialistes de ces questions, notamment Valérie Bugeaud pour l'aspect juridique, Liliane Helkawam pour l'aspect économique, ou Charles Gave qui vraiment dessine des perspectives. Je ne relève pas forcément des mêmes courants de pensée idéologiques, mais je trouve que les analyses doivent être abordées en dehors des convictions de la personne qui les énonce, parce qu'une analyse, soit elle correspond bien au réel, soit elle s'en éloigne. Et donc, en fait, ce que montrent ces vrais experts, c'est que le coup d'État a déjà eu lieu. La question n'est pas de savoir s'il y a le risque d'un coup d'État planétaire. Le coup d'État, il a eu lieu. Dans nos pays, la population est déjà privée du droit de choisir pour elle-même le type de société et l'avenir qu'elle veut. Quand vous demandez à la population, est-ce que vous êtes d'accord avec telle ou telle politique de nos pays ? Vous avez aujourd'hui en moyenne à peu près 80% de gens qui disent non. Ce n'est pas ce que je voudrais pour mon pays. Même chose pour Macron. Il a été réélu président de la République. Oui, vous savez, c'est comme les tours de prestidigitateurs. Si vous biaisez le choix pour qu'à la fin, il n'y ait plus que Marine Le Pen et Macron, ma foi, les gens votent Macron. Mais est-ce qu'ils ont envie de Macron ? Est-ce qu'ils aspirent à ce que Macron propose pour la société ? Non. C'est le chef d'État le plus détesté et le plus méprisé par la population de tous les temps, et à juste titre, étant donné ce qu'il lui a infligé. Donc vous voyez, quand on analyse le réel des choses, eh bien, il n'y a déjà plus de pouvoir politique. Ça se décide ailleurs, par d'autres personnes, des gens non élus. À Bruxelles, à Davos, à différents endroits, à New York. Mais aujourd'hui, le coup d'État a déjà eu lieu. Même dans des pays jouissant d'un régime de démocratie semi-directe comme la Suisse. En Suisse, on a le référendum d'initiative citoyenne, comme on l'appelle en France. Et on l'a vu autour du Covid, on a voté 3 fois autour des lois Covid. À chaque fois, 40% des gens se sont opposés. C'est beaucoup. Mais les 60% des gens qui ont été d'accord avec les lois Covid étaient totalement désinformés, totalement manipulés. Donc comment voulez-vous faire usage d'une démocratie dès lors que les gens ne disposent pas de la bonne information ? Ça n'est déjà plus de la démocratie. Et puis alors qu'en Suisse, en général, quand 40% de la population, des votants, s'opposent à quelque chose, on dit qu'il y a une forte opposition, qu'ont fait les médias, dans leur honnêteté sidérale, une faible minorité d'extrémistes de droite a refusé des magnifiques lois qui ont été adoptées par notre sage gouvernement pour protéger la population. Vous voyez ce que je veux dire ? Les dés sont déjà complètement pipés, et puis
à travers tous ces processus qu'on connaît, la marchandisation, la financiarisation. On voit qu'on est dans une destruction de l'économie réelle et notamment de l'autosuffisance, des capacités d'autosuffisance de nos États, de nos pays, pour nous faire dépendre de grands acteurs mondialisés dont va dépendre même notre survie à court terme. Et donc, nous n'avons déjà plus de constitution en France. Le jeu institutionnel entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire est totalement hors d'usage en France et dans nos pays. La justice ne remplit plus son rôle. Les parlements ne remplissent plus leur rôle. Les exécutifs dictent au Parlement et à la justice ce qu'ils doivent répondre. Et donc nous sommes déjà, littéralement, selon l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui disent que dès lors que la séparation des pouvoirs n'est plus assurée, il n'y a plus de constitution, et donc c'est d'ores et déjà le cas de figure dans lequel nous sommes. Alors de nouveau, cherche à qui le crime profite, voit qui est en train de mettre le crime en place, et donc je termine l'ouvrage en montrant comment il y a aujourd'hui effectivement un fascisme planétaire de nature totalitaire qui est en train de se développer. Pourquoi fascisme ? Je ne l'emploie pas, je le rappelle, comme une injure, mais comme un terme technique. Le fascisme, c'est la collusion entre les États et les grandes entreprises. Aujourd'hui, en France, tout l'appareil d'État travaille au service de grandes entreprises. Macron a bradé le patrimoine industriel et scientifique de la France à des intérêts étrangers. Et quand il y a comme ça une collusion fondamentale entre les États, les grandes entreprises, c'est-à-dire les immenses acteurs mondialisés, les prédateurs globaux, comme l'appelait ce psychiatre, et les organisations internationales, on voit qu'il y a cette concentration de pouvoir qui fait que pour l'instant, les populations n'ont plus ni le choix de décider pour elles-mêmes ce qu'elles veulent, mais ni même de s'opposer à quelque chose de profondément toxique et nocif pour eux. Alors on sait les ressorts qui sont utilisés aujourd'hui, le soi-disant réchauffement climatique. Alors je précise une fois de plus, je ne nie pas qu'il y ait à très brève échéance un réchauffement climatique, il s'observe, il est cependant infiniment plus complexe que ce qu'on dit. Très bons climatologues disent, mais attendez, il y a en permanence des zones qui se réchauffent et qui se refroidissent à la surface de la Terre, et c'est faux de dire qu'il y a un réchauffement linéaire global. Et puis surtout, disent-ils, il n'est en rien différent de ce qu'on a déjà connu à d'innombrables reprises à travers l'histoire. Le CO2 est une nourriture vitale pour les plantes et il n'est absolument pas en excès à l'heure actuelle. Il n'est d'ailleurs pas du tout démontré qu'il participe au réchauffement climatique. Et puis là encore, ce que vous diront les vrais scientifiques, c'est que les modélisations du GIEC et autres sont totalement indéfendables. Lorsqu'un système est aussi complexe, qu'il y a autant de variables que le climat mondial, vous ne pouvez pas produire des modélisations comme celle du GIEC, sauf à faire l'équivalent de ce que l'Imperial College de Londres a fait pour le Covid et qui est faux à tous les coups. C'est trop complexe. On doit disposer d'un autre type de démarche scientifique et donc il est évident que la question climatique, je suis contre la pollution, donc je trouve très bien si on pollue moins, mais ce qu'on vient même de nous dire récemment, c'est que le fait de moins polluer risquait d'aggraver le réchauffement climatique. Donc on voit que c'est de nouveau une espèce de tarte à la crème totalement délirante et qui est utilisée uniquement à des fins idéologiques. Et donc on voit cette intention totalitaire. Ville de 15 minutes. Pour aller plus loin qu'à 15 minutes de votre domicile, vous aurez besoin d'un QR code et d'une autorisation. On veut changer votre manière de manger en disant que les pets des vaches sont impliqués dans le réchauffement climatique, ce qui là encore est d'une stupidité sans nom. C'est juste complètement faux. On veut vous faire bouffer des insectes pour sauver la planète. On veut vous soumettre à une identité numérique qui résulte dans le fait que vous soyez traçable de seconde en seconde et que le jour où vous vous comportez d'une manière qui n'est pas conforme à ce qu'on exige de vous, vos ressources, votre argent numérique, soient bloqués par un système. Enfin, on est en pleine dystopie. Alors, c'est la très mauvaise nouvelle, et ceux qui sont à la manœuvre disposent de pouvoirs démesurés, comme personne n'a jamais disposé de pouvoir de cette nature à travers l'histoire du monde. La bonne nouvelle, c'est que c'est un plan complètement délirant, complètement hallucinant, et que, Dieu merci, les délires tôt ou tard finissent par prendre fin. La mauvaise nouvelle bis, c'est que pour que les délires prennent fin, il faut passer pour de la casse lourde,
Et donc oui, on va vers des temps extrêmement compliqués, mais en ce qui me concerne, je garde une certaine confiance, sans garantie, quant au fait qu'à un moment donné, le bon sens va prévaloir, mais peut-être aussi que d'ores et déjà, finalement, presque une majorité de la population a quand même conscience d'une manière ou d'une autre que ce qu'on est en train de nous raconter voilà, est simplement malhonnête, fallacieux et toxique. Et nous connaissons tous le fin mot de l'histoire. C'est que le jour où nous cessons d'obéir, le jour où nous disons non, collectivement, avec une masse critique suffisante, ils n'ont plus moyen de faire quoi que ce soit. Donc je pense, pour terminer ce tour d'horizon évidemment un peu douloureux, mais là encore, je crois vraiment que la seule manière d'aller vers un avenir plus prometteur que celui qu'ils ont à l'esprit pour nous, c'est d'être très lucide sur ce qu'il se passe, mais lucide sans se désespérer. Nous avons à être des témoins lucides et confiants. Donc pour moi, le fait de nommer toutes ces réalités désagréables, que la plupart des gens ne veulent pas voir parce que c'est trop douloureux, psychiquement, existentiellement, de se dire les gens qui nous gouvernent sont sans foi ni loi. Ils en ont rien à fiche que nous mourions, que nous crevions la dalle, que nous soyons complètement assujettis, dominés. C'est même ce qu'ils veulent. Vous voyez, c'est douloureux d'ouvrir les yeux sur cette réalité. Mais en même temps, ça n'est qu'à la condition que nous soyons capables d'ouvrir les yeux sur cette réalité que nous aurons une chance de nous en sortir. Et donc voilà, je pense que l'enjeu profond est celui pour nous de mesurer la réalité du pouvoir dont nous disposons en réalité. Avec de la résistance civile ou du boycott, on les met à genoux en quelques jours, je l'ai déjà dit. Le problème, c'est que nous ne savons pas utiliser ça. Et donc voilà, l'apprentissage pour nous, c'est de rester ferme sur nos valeurs, de ne pas avoir peur. Quoi qu'il en coûte, quoi qu'il nous fasse subir. Peur de quoi ? Ce sont des tigres en papier, ce sont des délirants, ce sont des psychopathes. Alors oui, un psychopathe, ça fait peur. En même temps, si vous êtes lucide sur qui vous avez en face de vous, voilà, vous pouvez aussi ne pas vous laisser intimider et puis de faire cet apprentissage, de faire usage de notre puissance collective à des fins qui sont bonnes. Car la réalité, c'est que si dans nos sociétés, ces psychopathes globaux n'avaient pas un avantage compétitif qui leur permet de se hisser au pouvoir et de nous infliger toute cette merde, pour parler français, eh bien sans eux, sans leur influence délétère, sans leur fantasme délirant, sans leur besoin insatiable de s'enrichir à tout prix et quoi qu'il en coûte, cette terre serait très agréable à vivre s'il n'y avait que des gens de bonne volonté et de bonne foi qui se trouvaient aux commandes. Et voilà, ça c'est la grande transition que nous avons à réaliser, parce que c'est nous les acteurs de cette histoire, pour l'avenir de notre espèce, pour l'avenir de nos civilisations, mais aussi pour créer enfin sur cette terre quelque chose qui soit digne de notre humanité, qui soit digne de cette planète magnifique, et qui soit digne des aspirations profondes qui nous habitent tous, sauf si nous sommes des pervers, des dégénérés ou des psychopathes. Voilà tout ce qui figure dans ce livre. Évidemment que si le sujet vous intéresse, je ne peux que vous encourager à le lire, mais de toute manière, je ferai un travail de diffusion de ces analyses que je partage avec vous ici, parce qu'il faut les faire connaître inlassablement, et donc je vous donne rendez-vous pour de prochaines émissions.